Bonsoir à tous et bienvenue à ce dernier numéro de New World Soir au cours de cette année 2023. Pour commencer ce New World Soir, nous commençons avec le décryptage, comme d'habitude avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, un fauteuil, 93 prétendants. La liste des candidats à la présidentielle de 2024 est connue, ou du moins de ceux qui ont fait le dépôt pour participer à ces élections. Des intentions, ils étaient des milliers, ou au moins un millier. Pour la fiche de parrainage, ils étaient plus de 250. Et finalement, pour cette présidentielle, ceux qui ont pu effectivement faire le dépôt, le chiffre avait varié de 70, 79. Finalement, c'est 93 candidats pour un fauteuil. Oui, il faut dès le départ dire carrément que c'est trop. Finalement, on ne sait plus est-ce que c'est de la démocratie, c'est-à-dire la liberté de chacun de pouvoir être candidat, ou bien est-ce que c'est du désordre démocratique? Parce que quand même, quand on dit président de la République, n'importe quel kidam ne peut pas se lever quelque part seulement venir dire que je veux être candidat à la présidence de la République. Quand un pays se respecte, autant il faut qu'il y ait cette liberté d'être candidat, mais autant il faut qu'il y ait également un tri pour que ceux qui pourraient devenir candidats soient véritablement des personnes qui aient la trempe qu'il faut pour pouvoir être président de la République. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est trop. C'est trop parce que matériellement, on va vers un sérieux problème. C'est-à-dire 93 candidats. Au Sénégal, chaque candidat a un bulletin. Ce n'est pas le bulletin unique. Et même si c'était un bulletin unique, 93 photos, 93 noms sur un même papier, le bulletin va ressembler à une natte. Donc le temps de la plier, de mettre dans les urnes, ça va poser énormément de problèmes. Mais où on va mettre 93 bulletins dans nos salles de classe, puisque c'est dans les salles de classe qu'on vote généralement au Sénégal. Donc même d'un point de vue matériel, cela pose problème. Donc moi, je trouve que vraiment c'est excessif. Bien qu'il y a un tri, j'allais même dire un double tri, parce que si on regarde ceux qui avaient dit qu'ils avaient l'intention d'être candidats, mais le nombre, on ne peut pas compter. Finalement, il y en a qui ont jeté l'éponge avant la période des parrainages. Ils ne sont pas allés prendre la fiche de parrainage. Il y a 266 qui sont allés prendre la fiche de parrainage. Il y a un nombre dont je ne me rappelle pas, beaucoup plus réduit, qui sont allés déposer les 30 millions parce qu'on pensait que le parrainage et les 30 millions vont constituer des filtres. Mais malgré les deux filtres, 93 pour un petit pays comme le Sénégal, c'est excessif. Alors, il faut dire même que le nombre a varié. Au début, on nous parlait de 70, entre-temps, ça a évolué à 79. Aujourd'hui, finalement, c'est 93 qui sont retenus. Comment ça se fait au Sénégal? Oui, il y a une technique au Sénégal qui consiste, quand on dit au moment de déposer les listes électorales, que ce soit législatives, que ce soit locales, tout comme pour la présidentielle, le dernier délai, c'est 0 heure. Ah ouais? Donc, à partir de 0 heure, vous ne pouvez plus déposer. Souvent, les gens ne sont pas prêts. Ils rentrent à l'intérieur de la mairie, par exemple, ou bien de la préfecture, quand il faut déposer certains dossiers, et tu le vois assis dans la préfecture en train de compléter ses listes. Mais il est là alors qu'il est 0 heure. Il est là avant minuit. Donc, on doit le servir. Et c'est ce qui s'est passé avec la présidentielle également. Les gens ont accédé au Conseil constitutionnel alors qu'il n'était pas 0 heure. Bien que certains sont rentrés à 0 heure moins 5. Mais comme il était là, il fallait les servir. Ils ont dit à minuit, on arrête. Ceux qui n'ont pas été servis seront servis le lendemain. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le tirage au sort qui devait être fait le jeudi avait été reporté au vendredi parce qu'il fallait intégrer cela avant de faire le tirage au sort. Donc, c'est une technique des politiques sénégalais. Quand on n'est pas totalement prêt avec ces dossiers, on vient, on s'assoit dedans. Il est arrivé même qu'on voit quelqu'un, quand c'est les élections législatives ou municipales qui est là, qui a tous les dossiers, mais il y a des actes de naissance ou autres qui manquent. Et il y a quelqu'un qui est dehors, qui part régler les papiers, qui vient, qui fait passer par les grilles qu'il lui donne, parce que lui, il ne peut plus sortir, l'autre ne peut plus rentrer. Et vous voyez les gens compléter les dossiers avant de pouvoir déposer, ce qui fait que à 0 heure, effectivement, il y avait des gens sur place qui devaient être servis. Le Conseil constitutionnel a arrêté en disant que ceux qui sont dedans reviennent le lendemain, ils seront servis. Ça a fait 23 personnes de plus
on s'est retrouvé avec 93 candidats. 93 candidats, mais une poignée de figures marquantes, figures phares de 16 élections. Le principal, Ousmane Sonko, dont on a longuement parlé sur ce plateau, le candidat plutôt du parti présidentiel, Amadou Ba, Khalifa Sall, Idrissa Seck, Karim Ouad, Bassirou Diomaye Faye. Il y a plein d'autres qui ont déposé leur candidature. Qui sont-ils? Il y en a qui sont connus. Il y en a que franchement je ne connais pas. Il faut le dire clairement, il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a qu'on connaît et qu'on ne connaissait pas sur le terrain politique. Vous avez par exemple beaucoup d'opérateurs économiques qui sont venus se jeter dans le champ politique, soit portés par un petit parti quelque part ou bien sous la forme d'une candidature indépendante. Bon, là-bas, vous avez des gens qu'on ne connaissait pas. Vous avez des artistes également qui sont dedans. Vous avez un responsable d'association de défense des consommateurs, vous avez des personnes dont on ne connaît ni une assise politique, ni une certaine représentativité, et il y en a sur la liste. Vous avez également des professeurs d'université en matière de santé, le professeur Ndiaye, qu'on connaît, qui a fait beaucoup de travail par rapport au Covid passé. Vous avez des personnes comme ça, qui, s'il faut parler d'eux sur le plan politique, nous n'avons aucun élément concret pour le faire. Parfois même, on se demande comment ils ont fait leur parrainage parce qu'ils n'ont pas fait de bruit, ils n'ont pas fait de publicité. Mais s'ils ont déposé leur dossier, c'est qu'ils ont pu obtenir les signatures. Il restera maintenant la question des doublons. Vous avez d'autres qu'on connaît. Vous les avez cités, qu'on attendait également comme candidats. Mais vous avez d'autres qui sont le résultat du fait que dans nos partis politiques, il y a tout sauf de la liberté, sauf de la démocratie. C'est-à-dire? Mais quand vous prenez un candidat comme Idrissa Seck que vous avez cité, Idrissa Seck était dans le Parti démocratique sénégalais avec Karim Ouad, Oui. mais il est sorti du Parti démocratique sénégalais. Donc, si on regarde les candidats du PDS... Mais c'est ça plutôt la démocratie. Ah non, la démocratie voudrait qu'à l'intérieur d'un parti, quand il va falloir choisir quelqu'un pour diriger le parti, quand il va falloir choisir quelqu'un pour être le candidat du parti, qu'il y ait de la démocratie. Et c'est parce qu'il n'y a pas de la démocratie que chacun a tendance à sortir pour aller créer son propre parti. Okay. Et quand il crée son propre parti, malheureusement, il reproduit exactement la même chose. Parce qu'Idrissa Seck a créé son parti Réumi, mais de son parti sont sortis également 2 candidats. Abdourahmane Diouf, Déthié Fall sont sortis de chez Idrissa Seck. C'est-à-dire que du Parti socialiste est sorti Khalifa Sall. Du Parti socialiste est sorti Jean-Baptiste Diouf. Après, je ne pourrais pas citer tous ceux qui sont candidats parce qu'à côté d'Amadou Ba, vous avez Boun Abdallah Dionne, vous avez Mamboy Diao, vous avez Alioune Sarr qui était de AFP mais qui était dans la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est-à-dire ces groupes qui devaient pouvoir produire un candidat, nous ont produit plusieurs candidats. Mais ça fait que finalement, en termes de projets de société, parce que moi j'attends qu'on voit les projets de société, vous allez voir beaucoup de projets de société qui vont se ressembler. Parce que certains sont connus comme étant des libéraux. Je ne crois pas que leur projet de société va être très différent. D'autres sont connus comme étant des socialistes, provenant de façon générale du Parti socialiste. D'autres sont connus comme des gens qui font de la social-démocratie, etc. Mais on n'aura pas 93 projets de société pour le Sénégal. On aura des projets de société qui vont être très proches les uns par rapport aux autres. Et donc, si on comprend bien, peut-être pour un parti, on peut avoir jusqu'à 5 candidats. Oui, mais c'est ce qui n'est pas logique. On peut juste comprendre le cas de PASTEF, puisqu'il y a cette incertitude sur la candidature de Ousmane Sonko qui les a amenés à introduire un autre candidat à cause des circonstances. Mais dans une situation normale, Bassirou Diomaye Faye n'aurait jamais été candidat pour le PASTEF. Mais dans les autres situations, Amadou Ba a été choisi par le président de la République comme candidat. Il a été investi d'ailleurs comme candidat du parti. D'autres ont contesté, comme Boun Abdallah Dionne, qui a présenté sa candidature, Mamboy Diao, qui a présenté sa candidature, etc. Et ils sont plusieurs. Mais en ce moment, c'est la façon de désigner le candidat qui a été le problème. Et c'est ça, je dis, il n'y a pas de démocratie à l'intérieur des partis. Et c'est à l'origine de la multiplication des partis. Au Sénégal, je ne sais même plus quel est le nombre parce qu'il faut chaque fois l'ajuster puisque les gens continuent malheureusement à en créer. Nous ne sommes pas loin de 300 partis politiques. Mais 300 partis politiques, logiquement, c'est 300 candidats. Parce que chaque candidat crée un parti, c'est pour la conquête du pouvoir. Ben, quand tu prends l'analyse sous cet angle, on pourrait dire que 93 même, c'est peu.
Parce que par rapport à 300, ça ne fait même pas un tiers. Mais il y en a qui, pour le moment, n'ont pas encore d'ambition politique. Mais bien sûr, il y en a qui sont là. Et il y en a qui font partie des coalitions, et donc toute la coalition choisit un candidat. Oui, mais ce qui a été bizarre cette fois-ci, c'est que très peu de partis ont échappé à la multiplication des candidats. Surtout ce que j'appelle les partis traditionnels, les partis connus depuis fort longtemps, très peu ont échappé à la multiplication des candidats. Certains ont eu des dissensions parce que certains ont considéré que le compagnonnage dans une coalition, ça suffit. Nous sommes un parti en bonne et due forme. Notre rôle n'est pas d'aller soutenir un candidat. Notre rôle, c'est de présenter un candidat. Donc ceux qui étaient pour soutenir un candidat sont allés d'un côté. Ceux qui disaient qu'il fallait avoir un candidat, il y avait parmi eux des gens qui avaient des prétentions et ceux-là sont sortis pour présenter leur candidature, soit de façon indépendante, soit en créant un parti politique, soit en allant, j'allais dire, emprunter le récépissé d'un parti pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est ça qui nous amène à cette multitude de candidatures que le Conseil constitutionnel va devoir tamiser. On verra, est-ce que c'est 93 qui vont sortir à la fin? Alors, on a 93 candidats pour un fauteuil. Quelles peuvent être les implications d'un nombre aussi conséquent de candidats? Les implications sont nombreuses. La première implication, c'est est-ce que toutes ces candidatures sont sérieuses? C'est la première implication. Parce que on pensait que les 30 millions de cautions pourraient être un filtre. Mais bon, quand je parle d'opérateurs économiques, il y a des gens chez qui 30 millions ne représentent absolument rien. Et des Sénégalais qui ont 30 millions, il y en a beaucoup. On a vu la conséquence. Ce qui veut dire que dans les débats au Sénégal, très certainement, on risque de retourner à la caution de 60 millions, où on disait qu'il fallait mettre la barre haute pour que tous les fantaisistes ne viennent pas se présenter. Ou bien dans un débat beaucoup plus profond, où maintenant, quand quelqu'un va vouloir prendre la fiche de parrainage, puisque c'est ce que les gens proposent, si la caution est de 30 millions, on demande à la personne de déposer 10 millions. Et si elle ne réussit pas à faire les parrainages, elle perd ses 10 millions. Et on fera la même chose progressivement pour augmenter les filtres, parce que quand même, je ne suis pas sûr qu'il y a déjà eu un pays dans le monde où on est arrivé au Conseil constitutionnel avec 93 candidats. J'ai l'impression que c'est le championnat d'Afrique, quoi. C'est comme des équipes... On a vu un cas similaire en République démocratique du Congo. Il faut être sérieux. Une des raisons, c'est également le fait que être président de la République dans nos pays, c'est être un roi, c'est être un chef. Je ne me suis pas encore assis sur le fauteuil présidentiel jusqu'à présent, mais j'ai l'impression qu'il doit être particulièrement douillet. Parce que si autant de personnes veulent s'asseoir dessus, est-ce que c'est parce que ces gens ont des soucis pour le Sénégal? Est-ce que c'est parce que ces gens veulent développer le Sénégal? Ou bien est-ce que c'est parce que ces gens, avec d'autres, se sont organisés pour capturer le Sénégal, enrichir une minorité et laisser la plus grande majorité des Sénégalais dans la pauvreté? Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est comme du football. L'argent est plus important que le sport dans le football aujourd'hui. Dans la politique, c'est la même chose. L'argent est le plus important. Donc il y a des enjeux qui ne sont plus des questions de développement, qui ne sont plus des questions de projet de société, mais qui sont plutôt des questions d'intérêt. Il y en a même, tout le monde se demande, mais où ils ont trouvé les 30 millions? Parce que parfois, il y a quelqu'un qui donne les 30 millions pour que si ça marche, il se retrouve avec, bien sûr, des avantages. Il y a ceux qui veulent mettre sur leur CV ancien candidat à l'élection présidentielle. Oui, apparemment, ça compte beaucoup. Oui. Bon, bien que pour moi, je ne vois pas qu'est-ce que ça représente. Quand on a été candidat et on a eu 0,0 je ne sais combien %, franchement, il vaut mieux le cacher que de le montrer. Parce qu'à part l'ambition, vous n'avez rien prouvé. L'autre élément qui est là et qui compte, vous avez des gens qui sont candidats, qui s'apprêtent pour le second tour. Ils sont persuadés qu'ils ne passeront pas au premier tour. Mais ils vont essayer de s'organiser pour être un faiseur de roi. C'est-à-dire gagner un 10%, dont on va avoir besoin s'il y a un deuxième tour pour pouvoir passer. Et en ce moment, après avoir participé à une première élection, vous avez une posture qui vous permet de négocier des membres dans le futur gouvernement, des ceci, des cela. On est encore dans le pécunier, dans les intérêts matériels, plus que dans l'intérêt des populations sénégalaises. Donc il y a autant de raisons qui font qu'actuellement, au niveau de la société civile sénégalaise, la réflexion a déjà commencé en disant non, il n'est pas normal qu'on en arrive à ce point en termes de candidature si on faisait de la politique avec éthique, si on faisait de la politique de façon normale. Maintenant, on attend de voir qu'est-ce que
Conseil constitutionnel va pouvoir faire pour faire le tri parmi ces 93 candidats. En attendant que le tri soit fait au niveau du Conseil constitutionnel, même avoir 5% serait un exploit dans ce genre de situation. Oui, mais bien sûr, on va de plus en plus vers un second tour. Les partisans de Amadouba disaient qu'ils vont gagner au premier tour. Les partisans de Sonko disaient qu'ils vont gagner au premier tour. Ce gagner au premier tour était possible si le nombre de candidats n'est pas trop grand. Parce qu'avec 93 candidats, mais il y aura un éparpillement des votes. Puisque même moi, candidat, les gens de mon village, mes amis, vont avoir tendance à voter pour moi. C'est vrai que je n'aurai pas grand-chose comme résultat, mais ça va être des voix en moins pour ceux qui auraient pu avoir 50% dès le premier tour. Mais cet éparpillement risque de nous envoyer au second tour. Et on va avoir un second tour, j'allais dire, vilain, parce que ça sera véritablement le marché. Il faut appeler les choses comme elles sont. Ça sera le marché. Les deux qui arriveront en premier, voilà, chacun viendra, puisqu'il y a plein de candidats qui ont obtenu 30 000 voix, 40 000 voix, 100 000 voix. Il faut venir marchander ces 100 000 voix. Et on ne le marchande pas sur la base de nos programmes de façon générale. On ne le marchande pas sur la base des intérêts du peuple sénégalais de façon générale. On le marchande sur la base des intérêts de ceux-là qui veulent tout simplement, à défaut de s'asseoir sur le fauteuil présidentiel, de s'asseoir à côté du fauteuil présidentiel. Mamadou Diouf, nous arrivons à la fin de cet entretien. Que faut-il retenir de ce nombre très important de candidats, 93 pour un fauteuil présidentiel, comptant pour les élections présidentielles de février 2024 au Sénégal? On peut dire qu'il y a une certaine vitalité en termes de démocratie au Sénégal. Il y a une certaine liberté en faisant une exception pour Sonko parce que sa candidature ne ressemble pas à de la liberté pour être candidat. Mais il faudrait qu'on veille quand même à ce que, quand on parle de démocratie, qu'on sache qu'il ne s'agit pas de faire du désordre, mais il y a des règles, il y a des principes, il y a une éthique également. Je crois qu'il va falloir travailler à ce que l'ensemble de ces éléments soient réunis pour qu'une telle situation ne se reproduise pas au Sénégal. J'espère également que tous ces 93 ne passeront pas. Dernier élément, imaginez le temps d'antenne. Si vous donnez 5 minutes à chaque candidat, moi, en tout cas, je vous garantis que je n'écouterai pas tous les candidats parce que je ne sais pas où je vais trouver ce temps-là. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Grand merci de votre disponibilité tout au long de cette année encore à répondre à nos questions dans le programme du soir sur New World. Bonne fin d'année à vous. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera dans l'invité.